c'est une histoire qui a commencé il y a quelques années, à la suite de journées à l'Institut Curie, organisées par Xavier Sastre, qui est chef du service d'anatomopathologie donc à l'hôpital de Curie, sur en fait le cancer du col de l'utérus. Et Xavier a commencé la journée en disant deux choses. Le cancer du col de l'utérus est dû à un virus, papillomavirus. Une femme sur trois a papillomavirus, en France, ou en Europe en général, dans certains pays beaucoup plus. Et bien heureusement, une sur 10 000 va développer une tumeur. Et la vision ou le vocabulaire qui va avec, c'est de dire le virus reste endormi pendant, si possible, une vie, et puis de temps en temps, manque de chance, il se réveille et il provoque des choses désagréables. Alors ça, c'est pas un langage qui satisfait beaucoup un scientifique, et c'est un peu bizarre. On peut imaginer des virus qui dorment un temps, mais enfin, ça paraît quand même très bizarre. Il continue et il dit 100% des tumeurs observées apparaissent à l'interface entre deux épithéliums, un épithélium lisse et un épithélium rugueux. Et alors là, si on est physicien, et je pense chimiste ou pareil, ça fait immédiatement penser à quelque chose qui est un processus de nucléation. On sait très bien qu'on peut surchauffer une vapeur ou surfondre un liquide, bien au-delà de la température de transition. Et puis, il faut aussi, on met un petit grain où une particule passe, et c'est une chambre à détection à bulles, et on provoque la transition. Et donc, j'ai eu cette idée à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi pas un processus de nucléation? Et alors, je suis allé voir Xavier, je lui ai raconté, j'ai fait un cours sur la nucléation. Et puis, il a aimé. Et puis, alors après, je suis allé voir Jean-François Joanny, qui dirige avec moi le groupe de théorie à l'Institut Curie. Et on a discuté, il était allé aussi au colloque, et on a pensé que c'était le bon moment pour essayer de s'intéresser à la croissance des tissus. Et donc, il nous a pris à peu près chaque mois, il nous a fait plusieurs heures de cours, si on veut, sur sa pratique hospitalière. Et puis on a lu des bouquins, évidemment, et on a commencé une thèse avec Marcus Bazin. Et puis après, on s'est aperçu, quand on avait écrit un certain nombre d'équations avec Marcus, avec Thomas, en discutant avec Frank Ulischer, qu'il avait écrit, lui, à Dresde, de manière complètement indépendante, les mêmes équations. Alors c'est pas tellement étonnant, parce qu'on a la même formation, ça a été mon meilleur collaborateur, que les Allemands m'ont volé, mais je veux dire, je l'avais volé avant, il est allemand, mais bon, ils l'ont récupéré quand ils ont vu à quel point il était bon. Et donc on a décidé de continuer ensemble. Alors lui, il ne s'intéressait pas à la croissance des tissus avec le cancer en tête, il s'intéressait au développement des tissus. On prend un embryon de drosophile, j'ai une vidéo, si on a le temps à la fin je le montrerai. On prend un embryon de drosophile par exemple, et on regarde les cellules se diviser et s'organiser et finalement faire un animal. Et donc c'était ça qui l'intéressait au début, mais les équations sont les mêmes. Donc on a décidé de se lancer là-dedans. Je vous parlerai, si j'ai le temps, de ce qu'on a fait avec Édouard Anzo à la fin sur les villosités intestinales. Je vous montrerai des simulations faites par Jens Elgetti. Je parlerai très peu de ce qu'on a fait avec Jonas Ranft. Et alors là, comme vous voyez, c'est Marcus est allemand, Jens est allemand, Jonas est allemand.
Thomas Riesler, comme son nom ne l'indique pas, est français, exception. Édouard Adezo est français aussi. D'ailleurs, il est allé en prépa chez vous. Après, il a intégré l'école normale et puis maintenant, il fait sa thèse avec nous. Et après, on a lancé des expériences. Donc, je vous parlerai aussi des expériences qu'on fait, et essentiellement avec Fabien Montel et Morgane Delarue. Et puis, et on a été aidé par Daniela Vignevic au début des expériences. Giovanni est italien, Daniela est croate. Enfin, vous voyez que on s'amuse bien sur la montagne Sainte-Geneviève. Alors, Marcus, qui déborde d'énergie et qui écrit des équations plus vite que son ombre, avait déjà fait pas mal de choses. Et très rapidement, même pas un mois, et je lui ai dit ça va pas, parce que si on peut toujours écrire des équations, expliquer tout ce qu'on veut, si on réfléchit pas et si on contrôle pas ce qu'on fait, et si on se met pas dans des conditions où on sait, où on est sûr qu'on fait quelque chose qui est construit correctement, finalement ça n'apporte rien. Il y a des tas de papiers dans la littérature mondiale qui finalement n'apportent pas grand-chose, simplement parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de généralité. Et je pense que le physicien, dans ces domaines, peut être utile à condition qu'il apporte une description qui soit suffisamment générale et qui puisse être utilisée pour d'autres choses, qui puisse aussi permettre de prévoir ou de faire des choses qui n'étaient pas pensées a priori par les biologistes. Si c'est pour faire la même chose que les biologistes en moins bien, ça ne sert à rien. Alors, je l'ai un peu poussé dans ces retranchements, et puis on a réfléchi, et on est arrivé à une notion très simple, et qu'on peut introduire par une expérience par la pensée, une Gedanken Experiment, comme on dit, et qu'on va faire ensemble à l'instant. Imaginez qu'on ait une chambre avec des parois mécaniquement très solides, mais complètement perméables aux fluides, aux facteurs de croissance, aux nutriments. Et on met des cellules dans cette chambre, et puis elle est fermée par sur un côté par un piston relié à un élément élastique, un ressort, et ce piston glisse sans frottement sur les parois, et on laisse ces cellules se diviser. Alors statistiquement, elles se divisent, il y en a qui meurent, mais comme elles se divisent plus qu'elles ne meurent au départ, elles poussent le piston. Et en fait, arrivera un moment, donc elles poussent le piston, mais ça comprime le ressort, et le piston appuie de plus en plus fort. Et si on a choisi la raideur du ressort correctement, il y a un moment où le tissu n'arrive plus à pousser le ressort, ce qui veut dire que la probabilité pour une cellule de se diviser sera exactement égale à la probabilité à cette même cellule de mourir. Et donc ça définit une force sur le piston, mais il a une certaine surface, donc ça définit une pression, et on appelle ça, c'est la pression homéostatique. Ça, c'était pour faire plaisir aux biologistes. Nous, on dirait une pression stationnaire, mais l'homéostasie est quelque chose de très important en biologie. Alors là, j'ai mis un état de la matière très original. Pourquoi? Parce que supposez maintenant que j'enlève le ressort et je mets très exactement la force qu'on avait obtenue à l'état stationnaire. Donc le nombre d'événements de duplication est très exactement égal au nombre de morts, ce qui veut dire que le piston reste sans bouger. Encore qu'il y a des petites subtilités là, mais je ne veux pas rentrer là, à ce niveau-là. Et maintenant, je rajoute une toute petite force sur la force stationnaire. Donc j'appuie un peu plus fort que la force stationnaire, mais ça veut dire maintenant que le nombre de morts cellulaires va être plus grand que le nombre de duplications, et le piston va bouger vers la gauche. Et il va bouger vers la gauche jusqu'à ce que j'ai plus de cellules du tout. Par contre, si j'exerce une force qui est un tout petit peu moins grande, eh bien, le nombre de divisions l'emporte sur le nombre de morts cellulaires, et au contraire, le piston bouge vers la droite,
et il n'y a rien qui empêche le tissu d'envahir tout l'espace. Et donc, si vous réfléchissez, alors maintenant, en termes de physiciens ou de chimistes, je veux dire, parce qu'on est quand même un peu les mêmes, hein, c'est un état de la matière où il n'y a pas de module de compressibilité. Si j'appuie un peu plus fort, j'écrase tout. Si j'appuie un peu moins fort, c'est le tissu qui gagne complètement. Il n'y a aucun module de compressibilité à aucun ordre. Alors, à un point critique, par exemple, un point critique liquide-vapeur, le module de compressibilité linéaire tend vers 0, et il s'annule au point critique, mais il y a des modules de compressibilité non linéaires. Ici, il n'y a aucun module de compressibilité. Donc cet état des tissus est extrêmement original. Alors, maintenant, là, alors, oui, ça, j'espère qu'on va voir. Voilà. Donc ça, c'est une simulation faite par Jens. Alors, vous voyez là, c'est des simulations de cellules. Alors, je vous raconterai après comment, si ça vous intéresse. Et puis, vous voyez, ça, c'est la pression exercée sur le piston, c'est-à-dire sur la surface du haut, enfin, sur une des faces. Et oui, cette pression est constante très rapidement. Et puis, à un moment donné, on va diminuer le volume. Voilà, on diminue le volume, donc la pression monte à toute allure. Et puis, l'équilibre se refait. Et on obtient exactement la même pression. Vous voyez ? Donc cette notion de pression stationnaire, on peut la simuler et la mesurer. Alors je ne vous dis pas comment on fait, comment on simule ce tissu, mais bon, si ça vous intéresse, je vous le dirai après. Alors pourquoi c'est une notion qui peut avoir une importance ? Eh bien, on va faire une deuxième expérience par la pensée. Maintenant, je vais mettre un tissu A d'un côté, un tissu B d'un autre côté, et je vais supposer par exemple que la pression homéostatique de ce tissu est plus grande que la pression homéostatique de celui-là. Et je laisse les tissus se diviser, croître, etc. Et à un moment donné, bon, les deux tissus se poussent l'un contre l'autre. Et alors on a supposé que celui-ci avait une pression homéostatique plus grande que celui-là. Eh bien, la pression monte évidemment, puisqu'ils veulent occuper de plus en plus de volume. Et à un moment donné, la pression atteint la pression homéostatique de ce tissu. Mais celui-ci continue à se développer, puis continue à se diviser. Donc il pousse encore plus. Et donc la pression dépasse la pression homéostatique du tissu de droite. Ce qui veut dire que les cellules du tissu de droite meurent plus qu'elles ne se divisent. Mais lui, il est toujours heureux, il continue à se diviser plus qu'il ne meurt. Et donc, il continue, et il n'y a rien qui empêche ce piston de bouger jusqu'au bout et ce tissu-là d'éliminer complètement celui-là. Et donc, vous voyez que si vous avez deux tissus en compétition pour un même espace, ce n'est pas celui qui se divise le plus vite en l'absence de contrainte qui gagne. Celui qui gagne, c'est celui qui a la pression homéostatique la plus grande. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas populaire dans les milieux médicaux à l'heure actuelle. On commence de s'apercevoir à nouveau que les notions de mécanique, de pression, etc. sont importantes, mais ce n'est pas encore bien digéré. Alors là, je vais vous montrer une autre vidéo. Ah, j'aurais dû fermer ça. Excusez-moi. Hop, hop. Voilà. Alors, donc c'est toujours une vidéo de Jens, mais celle-ci, elle ne veut pas se mettre sur les slides. Alors, voilà. Alors ça, c'est une illustration de ce que je viens de vous raconter, mais sous une forme légèrement différente. Donc on a toujours notre simulation de tissu, c'est le même tissu. Et au milieu donc de cet agrégat tissulaire, j'ai mis, alors attendez, parce que là, il faut que je le réinitialise, mais il va le faire tout seul. Voilà, au milieu du tissu, j'ai mis une cellule rouge qui a une pression homéostatique plus grande. Elle se divise à la même vitesse que les autres. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, c'est dans un espace confiné, on ne voit pas les parois, mais elles sont dans la simulation. Et vous voyez que petit à petit,
le tissu rouge l'emporte sur le tissu bleu. Et à la fin de la vidéo, il n'y aura plus de tissu bleu. C'est presque fait. Et voilà. Voilà. Donc au moins dans les simulations, on peut illustrer cette notion. Et alors, est-ce que ça va nous servir à autre chose? Alors, on peut aussi... C'est là, voilà. Donc on peut, tout ce que je vous ai raconté, on peut le mettre en équation. Et on peut se donner, disons, un tissu, ici rouge, qui a une pression homéostatique plus grande que le tissu vert. Et on résout les équations et on s'aperçoit que dans tous les cas, dès l'instant où la pression homéostatique ici est plus grande que la pression homéostatique de ce tissu va envahir complètement l'espace. Et c'est pas une question de géométrie. Ça, c'est en géométrie sphérique, c'est plus facile de faire le calcul, mais c'est pas une question de géométrie vraiment. Dès l'instant où cette pression homéostatique est plus grande, c'est le tissu qui gagne. Alors maintenant, si on regarde, si on fait un peu de littérature, on s'aperçoit que ça pose un problème. Parce que les biologistes sont tout à fait capables d'envahir un foie de souris ou un poumon de souris par 100 000 cellules cancéreuses. Et les cellules rentrent pratiquement toutes. À 98%, elles rentrent soit dans le foie, soit dans le poumon. Et puis, il y a à peu près une cellule sur 1000 qui va donner une tumeur. Donc la probabilité de faire une tumeur, de fait, est très faible. Heureusement, sinon on serait très mal. Si chaque fois qu'il y a une mutation qui donne un avantage, disons, mécanique, entre guillemets, à une cellule, une tumeur se développait, c'est pas la peine, on ne grandirait pas, on naîtrait même pas. Heureusement, le taux de succès de croissance des tumeurs est très faible. Et donc, on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qu'on rate dans cette manière de raisonner que je vous ai présentée. Et alors là, je vais vous montrer une autre vidéo. Et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Alors, qu'est-ce que je vous montre là? Alors, on pourrait penser que c'est la rosée le matin. Hein, si on filme sur un on fait des très belles manips ici sur le toit à l'école, sur le captage de la rosée. Et il y a des applications importantes dans les pays secs, etc. Mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas des gouttes d'eau, c'est des agrégats cellulaires. Et ce que vous voyez là, c'est des cellules, donc des cellules qui se divisent. Donc l'agrégat grossit, mais vous voyez qu'il a une forme globalement sphérique et que les cellules viennent se mêler aux agrégats plus gros et les agrégats fusionnent. On va voir voilà, paf, il y a un événement de fusion d'agrégats, là, et on arrive à des choses d'une cinquantaine de cellules, et ça continue. Et ça, c'est par contre, c'est sur une semaine. C'est une vidéo qui s'étend sur une semaine. Mais alors, qu'est-ce que ça nous montre? Le fait qu'il y ait une tendance à faire des agrégats sphériques. Et cette analogie à ce niveau-là superficiel, mais avec des gouttelettes d'eau, qu'est-ce que ça montre? Ça montre si un objet qui a tendance à faire une sphère, ça veut dire qu'il minimise sa surface. Et s'il minimise sa surface, ça veut dire qu'il y a une tension de surface. Et donc, dans la description que je vous ai faite tout à l'heure, à aucun moment j'ai parlé de tension de surface et d'effets liés à la tension de surface. Et donc, c'est ça qu'on ratait. Alors, maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est des expériences toujours faites à l'Institut Curie, dans le groupe de Françoise Brochard. Prenez une pipette. Ça, c'est un agrégat cellulaire. Maintenant, toute la vidéo correspond à 5 heures, donc c'est des échelles de temps beaucoup plus courtes.
et vous venez ici aspirer avec des incréments d'1 kilopascal. Je crois, je ne sais plus, il y a 3 incréments d'1 kilopascal. Et donc à chaque fois, vous mesurez la langue qui est tirée par cette succion d'1 kilopascal. Et avec cela, vous en déduisez la tension superficielle de cet agrégat. Vous en déduisez aussi la viscosité. Alors, parce que c'est je vous ai dit, si je pousse, le piston va jusqu'à ce que le tissu disparaisse. Et, si je mets une force un peu moins grande, le tissu prend tout l'espace. Mais après, on peut se demander comment je décris la dynamique. Et en fait, cette dynamique, à temps long, on peut montrer que c'est la dynamique d'un fluide. Mais c'est un fluide avec des éléments non conservés. Le nombre total de molécules de votre fluide n'est pas conservé, contrairement à l'habitude. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de module de compression, mais pour ce qui est du cisaillement, c'est comme un fluide habituel. Et là, c'est en mode purement de cisaillement sur des temps courts. Et donc ce qu'on a raté jusqu'à maintenant, c'est cette tension superficielle. Alors il y a des gens qui avaient pensé depuis longtemps, Malcolm Steinberg, qui était à Princeton, avait montré par exemple, là il prenait des cellules d'embryons de souris faites pour faire du rein, et il les mettait au mixeur avec des cellules du même embryon mais faites pour faire un foie, et puis il les mélangeait, c'est ce qu'on voit là. Et puis après, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, les deux tissus se séparent, et il avait montré qu'ils se séparaient selon les énergies interfaciales, selon donc les tensions superficielles. Bon, d'ailleurs, j'aurais pas dû dire énergie, parce qu'il s'est trompé, lui il pensait que c'était l'énergie interfaciale, mais les cellules, c'est des systèmes vivants, c'est des systèmes hors d'équilibre, et ce qui définit la tension interfaciale, c'est en fait des contributions actives liées au moteur moléculaire. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec la thermodynamique. Ça a rapport avec la mécanique, avec des forces exercées, etc. Mais c'est complètement dynamique. Alors on peut aussi, avec nos simulations, refaire ça, tout ça, etc. Et grâce à Malcolm Steinberg, on a les valeurs de ces énergies interfaciales. Alors maintenant, on peut revenir à notre problème de tumeur en croissance. Et donc ce que nous dit Malcolm Steinberg, c'est que si on a une pression P à l'extérieur, à l'intérieur on a une pression plus grande, parce qu'il faut rajouter la pression de la loi de Laplace. Alors la loi de Laplace, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la tension superficielle divisée par la courbure. Et la courbure ici, c'est une sphère, c'est 2 sur le rayon de la sphère. Et donc la pression à l'intérieur est plus grande que la pression à l'extérieur. Maintenant, je peux toujours trouver un rayon tel que la différence des pressions homostatiques soit exactement équilibrée par la pression de Laplace. Alors ça, c'est un état stationnaire. Mais c'est un état stationnaire instable. Parce que si je diminue le rayon, la pression de Laplace devient plus grande, et la pression intérieure devient plus grande que la pression homéostatique du tissu à l'intérieur. Et donc les cellules meurent plus qu'elles ne se divisent. Et si elles meurent plus qu'elles ne se divisent, le rayon diminue encore, et la pression augmente, et ça va vers une catastrophe, ou au contraire un événement heureux en l'occurrence, parce qu'on n'a pas envie qu'elle croisse, et la tumeur disparaît. Et tout le monde a entendu parler de la disparition de tumeur, ça m'est arrivé moi, cet été. Bien heureusement, ça arrive. Et par contre, si on part d'un rayon qui est plus grand que ce rayon critique-là, c'est le contraire. Les cellules vont se diviser plus, le rayon va continuer à grossir, et maintenant le tissu va envahir tout l'espace. Et donc, il y a une notion de rayon critique. Alors maintenant, est-ce que ça suffit? Alors, une remarque, mais qui est quand même intéressante. Si on est dans des milieux vivants, et la tension superficielle est une constante dans un liquide simple, tout simplement parce qu'elle est déterminée par l'échange entre la surface et le volume. Dans le cas des cellules, c'est beaucoup moins évident. Et il arrive, heureusement, souvent, qu'entre les deux tissus,
une membrane très, très solide se constitue, et à ce moment-là, si c'est une membrane très solide, ça veut dire que la tension devient une tension mécanique qui croît beaucoup plus vite que le rayon. Et à ce moment-là, on peut obtenir des états stationnaires parce que tout simplement la membrane résiste mécaniquement et elle ajuste la tension membranaire à la pression homéostatique intérieure. Et en fait, nous, on est convaincus que c'est ce qu'on appelle les tumeurs bénignes. Et quand j'ai raconté ça donc, à mon copain Xavier Sastre, il me dit « Ah, mais je comprends maintenant. Quand un chirurgien coupe une tumeur, si elle explose en s'ouvrant, il est rassuré. » Et évidemment, il l'envoie à analyser. Mais pour lui, c'est un signe de tumeur bénigne. Et ça veut dire qu'elle était sous pression, elle était tenue par une membrane assez forte. S'il n'y a rien qui se passe, là, il est inquiet. Et donc, alors maintenant, par contre, on sait que les tumeurs, les petites tumeurs, sont monoclonales, c'est-à-dire qu'elles viennent d'une seule cellule. Et donc tout a commencé par un rayon qui correspond à une cellule. Et donc, deux choses une, ou à cette échelle-là, alors peut-être qu'il n'y avait pas encore d'énergie interfaciale, mais dès qu'il y a 2 ou 3 cellules, il y a cette énergie interfaciale. Et donc pour ces petits rayons, de deux choses une, où le rayon est inférieur au rayon critique, ou il est supérieur. Et dans ces conditions, où on se retrouve avec un problème, où il n'y aurait jamais de tumeur, où il y en aurait toujours. Or, c'est pas ce qu'on observe. Donc, qu'est-ce qui nous manque là? Donc, il nous manque encore quelque chose. Et ce dont on n'a pas tenu compte, c'est du fait que la division cellulaire et la mort cellulaire sont des événements stochastiques. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est calculer la probabilité d'obtenir un rayon de cette taille-là pour avoir la probabilité d'avoir une tumeur qui se développe vraiment. Alors, et mathématiquement, c'est pas très difficile. J'ai laissé les équations pour montrer qu'elles existent. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais on peut calculer cette probabilité. On connaît les énergies interfaciales. On ne connaît pas tout, en fait. Mais on peut faire, disons, des hypothèses éduquées ou des educated guess sur les grandeurs qui rentrent dans cette probabilité. Et on trouve assez facilement qu'effectivement, la probabilité de nucléer une croissance de tumeur est de l'ordre, dans ce cas-là, si on a trouvé 30%, mais c'est quelques millièmes ou très facilement. Surtout, le vrai message, c'est qu'en changeant presque rien, et par exemple ici, en changeant la tension interfaciale d'un facteur 2, la probabilité de nucléer une tumeur change d'un facteur 10 puissance 5. Et ça, c'est courant dans les processus de nucléation. Et ça veut dire qu'un rien peut faire basculer de quelque chose qui ne va jamais être observable à quelque chose qui va être très observable. Et ça, c'est absolument courant dans les processus de nucléation, dans tous les domaines de la physique. Et d'une certaine manière, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que presque rien peut faire basculer les choses. Et du coup, on comprend aussi pourquoi les tumeurs, disons, du col de l'utérus sont observées dans leur immense majorité à l'interface de 2 épithéliums, parce que si j'ai des conditions de nucléation qui sont ce qu'elles sont et données par cette courbe ici, où je vois par exemple pour un nombre critique de 10, je vois que j'ai une probabilité qui est ce qu'elle est, mais qui est de l'ordre de justement quelques pourcents. Maintenant, si ma croissance est à l'interface avec un épithélium rigide, par exemple, j'ai plus pour avoir la même courbure, j'ai besoin de la moitié des cellules, donc ce qui me réduit le nombre de cellules, le nombre critique d'un facteur 2, et je vois que maintenant j'ai une probabilité qui est à peu près 10 fois plus grande que quand j'avais 10. Donc effectivement, le fait d'avoir des interfaces favorise la croissance des tumeurs. Et alors,
Et quand je racontais ça à Claude Boccara, donc, qui était directeur adjoint, directeur des recherches à l'école, et qui collabore à l'Institut Curie sur d'autres domaines de la croissance des tumeurs, il dit, mais c'est vrai, quand on fait de l'imagerie, on trouve très souvent les tumeurs à la racine des poils, par exemple. Donc c'est sûr, et comme on sait, si vous, alors pour prendre un exemple bien plus familier chez vous, les bulles d'air, vous voulez pas de bulles d'air, les bulles de gaz carbonique dans la bière ou dans un verre de champagne sont créées sur la surface du verre ou sur des poussières. Et l'intérieur des bouteilles de champagne a une qualité de surface que vous n'imaginez pas. C'est plat, c'est atomiquement plat. Le soin qui est porté à la fabrication à l'intérieur des bouteilles de champagne, c'est pour ça, parce qu'on ne veut pas que les bulles se créent à l'intérieur de la bouteille. Une conférence qui était faite par Michel Adler voilà 15 jours. D'accord. On nous a un petit peu parlé de ça dans le cadre d'une conférence expérimentale. D'accord, parfait. Oui. Et donc on retrouve. Donc le message essentiel quand même, c'est que là, c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser. Alors, alors maintenant, on peut revenir sur notre exemple du piston, et pour essayer de comprendre un peu ce que c'est que cette pression. Parce que je disais parler de pression, mais ce n'est pas une pression hydrostatique. Supposez que je ferme complètement, là, je vous ai dit que les parois étaient perméables, mais supposez maintenant que je prenne des parois imperméables, un piston imperméable, j'appuie sur mon tissu et que les cellules en général ont assez de réserve pour quelques divisions. Et donc au moins pendant un temps, disons, qui correspond à ces quelques divisions, la pression, l'essentiel de la pression que je vais exercer là, quelle qu'elle soit pratiquement, va être prise par le fluide. Il y a un fluide interstitiel entre les cellules, donc il va prendre la pression hydrostatique, et simplement le tissu lui va se mettre automatiquement, on peut montrer ça, à cette pression homéostatique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on peut découpler s'il n'y a pas d'échange de fluide avec l'extérieur, en fait, le tissu ne va pas vraiment sentir l'excès de pression et il va choisir de se mettre tout simplement à la pression homéostatique. C'est le fluide interstitiel qui va tout prendre. Maintenant, je peux reprendre, je peux changer un petit peu les conditions expérimentales, et cette fois-ci je prends un piston qui est perméable, mais je prends toujours des parois ici solides et imperméables. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et alors là, ça, faut que vous me croyiez sur parole, parce que ça sort du calcul. Si j'exerce comme avant, si j'exerce une force qui est exacte, ou une pression qui est exactement la pression homéostatique, en fait, rien ne va se passer. Le tissu est à sa pression stationnaire. Le nombre de divisions est exactement contrebalancé par le nombre de morts cellulaires. Et tout le monde est content. Maintenant, si j'appuie un tout petit peu plus fort, si j'exerce une pression un tout petit peu plus forte, en fait, le reste, l'immense majorité du tissu reste à cette pression homéostatique, et simplement dans une zone de longueur finie et qui correspond en fait à la comparaison de quelque chose qu'on appelle le coefficient de perméation et qu'on connaît dans les milieux poreux au coefficient de viscosité du tissu, puisque je vous dis que ça se comportait comme un fluide. Donc dans cette zone-là, les cellules vont mourir plus qu'elles se divisent, et donc c'est la seule partie qui va être dynamique. Et en fait, le piston là va bouger à vitesse constante vers la gauche. Maintenant, si au contraire j'exerce une force un peu moins grande, les cellules vont se diviser, mais elles vont toujours se diviser uniquement dans cette zone-là. Et donc, ça veut dire que intrinsèquement, le tissu ne va jamais répondre de manière homogène. Il y aura toujours, même s'il y a tous les nutriments qu'on veut, pour des raisons mécaniques et hydrodynamiques, il y a toujours une région qui va répondre plus que le reste.
Alors, après, je ne sais pas si je peux, si je vous raconter ça comme... alors, je racontais, un jour, je racontais ça à un collègue de New York University, qui vient souvent à l'école, et qui est un peu la vedette de New York University, et qui aime bien provoquer ou s'assurer que la personne avec laquelle il discute a bien réfléchi au problème qu'il est en train d'expliquer. Et alors il me dit, mais Jacques, je ne crois pas du tout à ce que tu me racontes. Ton histoire de pression homostatique, et dont tu me dis qu'elle est vraisemblablement de l'ordre de quelques dizaines de kilopascales. Alors ça, c'est à cause de tout le travail qu'on a fait sur la physique des cellules, mais au niveau cellulaire, qu'on avait ces ordres de grandeur en tête. Il me dit, mais c'est tout simplement pas possible. Les girafes, ça existe. Or, les girafes, ça peut mesurer 4 mètres, des choses comme ça. Et donc, ça fait beaucoup plus. On n'est pas loin d'une demi-atmosphère. Enfin, tes tissus, ils n'existeraient pas. Alors d'abord, il faisait une confusion entre pression hydrostatique et pression s'exerçant uniquement homéostatique, donc s'exerçant uniquement sur les tissus. Mais ensuite, du coup, on s'est posé la question, toujours en Gedanken expériment, un peu plus sérieusement. Et donc, on a considéré une colonne de cellules, donc sous le poids de la gravité. Et lorsqu'on trouve, tout calcul fait, donc regardons pas les équations, mais on trouve à nouveau que tout se passe dans des domaines de cette même longueur dont je vais parler tout à l'heure. Et en haut de la colonne de tissu, les cellules se divisent, en bas elles meurent. Mais ce qui veut dire que pour obtenir un état stationnaire, les cellules migrent vers le bas. Et là elles disparaissent, mais le fluide interstitiel, puis elles relarguent du fluide interstitiel, le fluide interstitiel lui remonte. Et la poussée d'Archimède est très exactement contrebalancée par la friction due à la montée du fluide. Ce qui fait que cette longueur-là est complètement non pertinente. On peut mettre n'importe quelle longueur, ça marchera toujours. Et donc l'argument de Paul Chaikin ne tenait pas. Donc je me suis fait un plaisir de lui raconter. Et il l'a accepté. Alors, tout ça c'est bien beau, mais sans expérience, il y a quelque chose qui manque. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir compris. On fait une construction intellectuelle, mais la nature est souvent bien plus riche. Et donc, et puis on aime aussi avoir des vraies mesures. Et donc on a commencé à lancer une série d'expériences. Et là, je vais vous montrer des expériences faites dans le groupe de Pierre Nassois. Et en fait, ces expériences viennent de cette même discussion. On était au restaurant rue Tournefort, peu importe, et à table, il y avait quelqu'un, un professeur de l'école, s'appelle Jérôme Bibette, et pendant que Paul Chaikin était en train de me pousser d'un mes retranchements, Jérôme réfléchissait, puis il dit, mais ton truc, c'est génial, voilà, j'ai au moins en tête 3 types d'expériences qu'on peut faire. Et dans ces 3 types d'expériences, il y avait celle-ci. Donc, il est capable de faire des enveloppes d'alginate, donc ça fait un gel, mais à travers lequel tous les nutriments et tous les facteurs de croissance peuvent rentrer. Et donc, et de mettre des cellules et regarder comment ça croît. Et puis après, si elles exercent une contrainte sur la paroi, ça se verra, etc. Alors ceci dit, il a fait une start-up qui vend des cosmétiques avec ces objets et qui marche formidable. Et ils sont en train de révolutionner la cosmétique. On n'est pas obligé de mettre des cellules, on peut mettre du parfum, des crèmes, mais du coup il n'y a plus de surfactants, donc c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus user-friendly. Enfin, bon. Mais en l'occurrence là, ce qu'on va regarder, c'est la croissance cellulaire. Et donc voilà, ça c'est une vidéo qui est faite sur une semaine.
Alors ça va repartir, j'ai un bug, mais voilà, ça repart. Donc vous voyez, l'agrégat cellulaire grossit, il y a à peu près 1 millier de cellules. Et là, il est à confluence, là il est passé, ça s'est tendu. Et on peut voir que ça déforme légèrement la paroi d'alginate. Voilà, c'est juste pour montrer qu'on peut faire ces manips. Alors il y a une autre je vais vous montrer une autre vidéo. Donc là c'est en partant d'un agrégat qui est plus petit, parce que voilà, vous voyez quand c'est très lumineux et que ça disparaît d'un coup, ça c'est la mort cellulaire, c'est l'apoptose. Et puis vous voyez aussi des divisions. Je vais vous le rejouer. Donc vous voyez, paf, mort cellulaire, mort cellulaire, mort cellulaire. Et alors où est-ce qu'on va? Division. Donc on voit. Et alors ça c'était donc la vidéo d'avant c'est sur 7 jours, celle-ci c'est sur 2 jours. Donc vous voyez qu'il y a en 2 jours il y a quand même un nombre et on voit que la surface. Donc il y a un nombre de divisions cellulaires et de morts cellulaires non négligeable. Et alors ça c'est pour l'esthétique. Donc au bout de 15 jours, voilà ce que ça donne. Donc une belle sphère, et donc sur laquelle on voit les cellules. Alors sur la surface, les cellules sont très étendues, dans le volume, elles sont beaucoup plus ramassées. Ça c'est une chose qu'on ne maîtrise pas complètement. Enfin, on n'a pas la maîtrise, c'est une chose qu'on observe et dont on n'a pas complètement tenu compte à l'heure actuelle dans nos calculs. Alors, on peut mettre des chiffres, parce que maintenant on prend ces agrégats, dans ces sphères comme ça, et on les met dans une solution de polymère, du dextrane, et le polymère exerce une pression osmotique sur l'agrégat. Et donc on contrôle parfaitement la pression qu'on exerce sur l'agrégat. Et on peut voir sa croissance en fonction de la pression. Et donc c'est des courbes que vous voyez ici. Donc la courbe en bleu ici, il n'y a aucune pression sur l'agrégat. Et puis ces courbes, là c'est la courbe en, je ne sais pas comment il faut appeler ça, en rose. Elle doit être quelque part par là. Et on va jusqu'à 20 kPa. Et vous voyez que là, il n'y a plus de croissance. On arrive pratiquement à supprimer la croissance. Et puis, alors les courbes continues, c'est une théorie que je vais très peu vous décrire, mais je vais vous en dire un mot dans 2 secondes. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut couper cet agrégat à tout moment. On le piège à moins 20 degrés, ou moins 80 degrés, pardon. On le coupe, et après, avec des anticorps, on marque les cellules en train de se diviser. Là, c'est les cellules bleues. Et puis les cellules qui sont mortes, c'est les cellules rouges. Et vous voyez, ça c'est pour 0 Pascal, il y a à peu près partout, il y a de la division cellulaire partout, et de la mort cellulaire un peu partout. Et on a fait des études de répartition statistique, c'est à peu près distribué de manière uniforme dans tout l'agrégat. Et vous voyez, pour 1 kPa, les cellules meurent au milieu, et elles continuent à se diviser à l'extérieur. Et en fait, on peut mesurer, et ça veut dire, et quand on atteint un régime stationnaire, ça veut dire forcément qu'il y a des cellules qui vont de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, on peut mesurer ce mouvement-là. C'est à peu près une taille cellulaire par jour. Donc on peut mesurer le champ de vitesse des cellules de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça marche bien avec la théorie aussi. Et on peut aussi mesurer l'effet de la pression sur la division cellulaire au milieu de l'agrégat, et cet effet est assez spectaculaire. Il y a une autre chose dont on peut s'apercevoir en analysant ces expériences, c'est que je vous ai parlé de pression homéostatique, et j'ai raisonné jusqu'à maintenant comme si cette pression était toujours positive, mais il n'y a rien qui me donne le signe de cette pression, a priori. Et dans ces expériences, la pression en volume, la pression homéostatique en fait est négative, c'est-à-dire que même dès le départ, il y a plus de morts cellulaires que de division au milieu de l'agrégat, même en l'absence de contrainte. Et on peut faire des simulations aussi où on voit que un tissu, si on lui donne si on permet aux cellules d'adhérer au piston maintenant, on voit qu'elle peut aspirer le piston plutôt que le repousser. Et c'est le cas ici.
C'est le cas dans cette expérience. Par contre, la couronne, elle, est toujours, se divise plus qu'elle ne meurt, entre guillemets. Et ce qui veut dire que la pression homéostatique ici est positive et plus forte que 20 kPa. Et on n'a pas encore été capable de la mesurer. Et c'est ça, et c'est cette valeur-là qui m'intéresse vraiment pour savoir comment va croître en fait la tumeur. C'est celle-là qui est importante, mais on ne l'a pas encore. Donc c'est à peu près où on en est. Une chose, c'est que... Alors après, on peut se demander pourquoi il y a juste... il y a cette couronne qui se divise plus. Alors on peut invoquer ce que font les biologistes, que c'est la pénétration des nutriments qui définit cette longueur-là. Alors, nous, on a été capable de mesurer un facteur de croissance dans tout le volume, et on a trouvé qu'il était distribué de manière uniforme. Ça fait... ça, c'est, disons, presque 1 millimètre. Donc ça fait à peu près une centaine de microns, un peu plus, même si on regarde. Enfin, c'est cet ordre de grandeur. La pénétration de l'oxygène est connue pour être plutôt de l'ordre de 500-700 microns. Donc on ne pense pas trop non plus, encore qu'on ne l'ait pas mesuré, mais on ne pense pas que ce soit la pénétration de l'oxygène. Par contre, si on rejoue avec nos simulations, on voit qu'on peut faire exactement reproduire des observations expérimentales en supposant qu'effectivement la pression homéostatique en volume est négative, et sans autre hypothèse, on trouve que les cellules qui sont à l'extérieur se divisent plus parce qu'elles ont beaucoup plus de place pour se diviser. C'est un effet de surface mécanique et qui est complètement qui est inscrit, disons, dans la dynamique qu'on écrit là. Et donc on se demande si c'est pas aussi je veux dire, dans la vraie vie, quelque chose comme ça. Et si on regarde les vidéos, on voit que les cellules sur l'extérieur sont très très aplaties, elles s'arrondissent pour se diviser et après elles se réaplatissent après division. Et c'est beaucoup plus facile de faire ça à la surface que de le faire dans le volume. Donc c'est très possible que ce soit un effet de mécanique auquel les biologistes n'ont absolument pas pensé. Alors, ceci dit, d'observer que des contraintes mécaniques font diminuer la taille des tumeurs, c'est pas d'aujourd'hui. Et voilà un dessin. Donc, il y a 1812. Non, mais là, lui, il est né en 1812, il est mort en 1892, mais donc plein 19e. Voilà comment on traitait les tumeurs du sein. On appliquait une contrainte permanente par ses sangles, et la tumeur, effectivement, diminuait de volume. Alors, il y a un problème qui n'est absolument pas résolu par ce genre de traitement, c'est la probabilité de métastase, évidemment. C'est-à-dire que si on appuyait de manière complètement symétrique, ça irait. Et là, c'est pas facile à faire. Et ça, j'ai pas mal réfléchi, je ne vois pas comment faire. Et si on appuie forcément de manière asymétrique, et ça donne la possibilité à des cellules de s'échapper. Ceci dit, ce qu'on fait en chirurgie souvent donne tout autant aux cellules la possibilité de s'échapper. Et il faut vraiment que le chirurgien ne fasse aucun oubli pour que les choses se passent bien. Parce que sinon, les conditions mécaniques, il n'y a plus de contraintes, donc la croissance se fait très rapidement. Et la dissémination peut se faire aussi très rapidement. Et il y a, à ma connaissance, un chirurgien qui a compris ça, et qui fait école d'ailleurs, et qui est à Leipzig. Lui opère les voies génitales féminines, et il a 95% de succès. Parce qu'il respecte les membranes dont je parlais tout à l'heure, il les respecte complètement.
Et donc il ne fait pas de traitement de rayons X après. Par contre, les conditions d'opération sont extrêmement délicates. Alors c'est peut-être pas généralisable à tous les types d'opérations, mais là il a compris, et ce qu'il fait, c'est absolument remarquable. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous raconter ce qu'on a fait sur les villosités intestinales, mais non. 5 minutes, si possible. Merci, je vous en prie. 5 minutes. Alors, bon, là, la question que s'est posée, c'est... Bon, on a montré qu'il y a cette notion de pression homéostatique, qu'elle a une certaine importance. Est-ce que ça peut nous permettre de comprendre certaines morphologies observées dans le corps humain ou chez les mammifères? Et la première chose à laquelle on s'est intéressé, c'est les villosités intestinales. Alors pourquoi? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans une vie, vous faites... D'après vous, combien vous faites d'intestin dans une vie? En masse, en poids, hein, on va dire. En ordre de grandeur. Hein. Plusieurs fois par an, En une vie, ça se mesure en tonnes et plutôt en dizaines de tonnes. On fait une villosité intestinale tous les 2 jours. C'est énorme. Et donc, ce qui se passe, c'est que les cellules se dupliquent dans le creux des villosités, qu'on appelle les cryptes, et puis elles viennent mourir sur la pointe des villosités. Et la première chose qu'on ait faite, c'est de se dire, on va juste regarder ça. On prend un épithélium, c'est juste une couche cellulaire. On sait que ces cellules se divisent assez rapidement. Elles sont sur une membrane, et puis dessous, il y a quelque chose qu'on appelle le stroma, et on va supposer que c'est un milieu élastique. Et alors ces cellules se divisant vite, eh bien c'est pareil, si je mettais un piston là et un piston là, j'observerais une force. Donc elles ont envie de gagner de l'espace. Pour gagner de l'espace, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent forcer la surface à onduler. Et par contre, la membrane n'aime pas ça, il y a une tension membranaire, elle a envie de rester plate, et puis le stroma n'a pas envie d'être déformé non plus. Donc ces 2 facteurs résistent cette tendance à onduler, et puis un autre facteur aussi, c'est que en général, les interfaces n'ont pas forcément envie d'être courbées. Mais si je mets tous ces ingrédients, je trouve qu'il y a une instabilité d'ondulation, ou de flambage. C'est du flambage typique, comme le flambage de l'air quand vous comprimez une poutre. Et au-delà d'une contrainte seuil, la poutre se met à se courber. C'est un peu la même physique, et vous trouvez la longueur d'onde, l'amplitude, etc. Mais ce qui est là, c'est beaucoup trop simple, parce que les déformations sont très violentes, donc il faut faire ça de manière complètement non linéaire, etc. Donc c'est plus un petit équation comme ça, comme j'aime bien faire, mais il faut résoudre des équations à l'ordinateur, mais c'est faisable, et voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient quelque chose qui ressemble beaucoup aux villosités intestinales. Et si on regarde d'un peu plus près, on trouve que ce réseau a une symétrie carrée. Alors là c'est pas la minimisation de l'énergie mécanique est en train de se faire. Ça c'est minimum, enfin l'énergie est minimum là. Donc on a bien un réseau carré, et voilà ici les manips. Donc ça marche assez bien pour l'intestin grêle. Mais si on essaye de voir ce qui se passe au niveau du gros intestin, le gros intestin a des villosités dont les extrémités sont très molles, alors qu'on a beau tricher tout ce qu'on veut sur les calculs, on trouve toujours des extrémités pointues. Et puis l'intestin, les villosités de l'intestin sont sur un réseau hexagonal et non pas un réseau carré. Et donc ça veut dire là encore qu'on manque quelque chose dans la description. Et ce qu'on manque, et par symétrie, on comprend assez bien, c'est que je vais juste vous montrer ça. Donc là, on a introduit
notre fameuse pression homéostatique et la dépendance du taux de division en fonction de la pression homéostatique. Mais en fait, il faut rajouter que les cellules ne se divisent pas de la même manière. Alors, je vais peut-être, si je reviens, oui, elles ne se divisent pas de la même manière dans le fond des cryptes qu'au sommet des cryptes. En fait, elles se divisent dans le fond, elles meurent en surface. Et donc, il faut rajouter un terme qui décrive ça, qui est ici. Et maintenant, si je rajoute donc cette dépendance du taux de division en fonction de la courbure de la surface, je trouve une solution avec un réseau carré qui correspond à l'intestin grêle, une solution avec un réseau hexagonal et des bouts mous qui correspond au côlon. Donc je trouve ce qu'on connaît par ailleurs, mais on trouve plus que ça. Et voilà, donc il y a là c'est le côlon, là c'est l'intestin grêle, mais on trouve d'autres solutions. On trouve des solutions zigzag, on trouve des solutions labyrinthes. Et en fait, quand on s'approche de l'estomac, voilà une solution, ça c'est expérimental. Il y a aussi expérimentalement des solutions zigzag. Et puis, toujours en se rapprochant de l'estomac, voilà quelque chose qui ressemble plus au labyrinthe. Et ça, on ne l'avait pas, on l'a vraiment trouvé par le calcul, on ne savait pas que ça existait, on n'a pas cherché, etc. On n'a vraiment pas triché, on le trouve comme ça. Voilà. Simplement, donc, et là, j'ai résumé un peu, je dirais, toute la physique qui est impliquée dans ces types de raisonnements. Donc, je vous ai montré, certes un peu rapidement, mais si on pense en état de la matière, c'est un état de la matière très original, parce si on est dans les conditions, si on est très proche des conditions homéostatiques, il n'y a pas de module de compression, c'est le seul état de la matière qui soit comme ça. Donc c'est une nouvelle physique. La croissance des tumeurs implique la physique de la nucléation. L'hydrodynamique est intéressante, c'est l'hydrodynamique des milieux poreux, mais là encore, avec non-conservation du nombre de molécules. Alors, je n'ai pas parlé de fluctuations, mais elles sont là évidemment. Et puis, il y a des choses dont je n'ai pas parlé non plus, mais il y a des transitions de phase dans les tissus. Donc, le tissu isotrope peut devenir anisotrope, etc. Et tout ça, il faut le faire. C'est à construire, et c'est ce qu'on appelle les systèmes actifs. Alors, les systèmes actifs, il y en a pas mal de niveaux, et c'est une nouvelle physique qui est en train de se développer. Et c'est très amusant de voir que les équations pour décrire les colonies bactériennes, les bancs de poissons, ou les tissus anisotropes par exemple, ou les gels dans les cellules d'ailleurs, sont à peu près les mêmes. Et donc il y a toute une communauté qui est en train de se créer, qui est en croissance exponentielle et qui travaille là-dessus. Voilà. Merci. Et j'aimerais bien que vous ayez des questions.